Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette séance du séminaire Innover en management du Cercle de l'innovation de la Fondation Dauphine. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir Catherine Bisset, qui est directrice R&D de l'OPCO EP. Les OPCO sont des opérateurs de compétences et EP, c'est des entreprises de proximité. Voilà, donc on a jusqu'à 10h30. Catherine, prends ton temps pour évoquer la question qu'on a convenu que tu traiterais ensemble. Je te passe sans plus tarder la parole. Je précise juste qu'on a dans la salle aussi mes étudiants du Master 1 Management de l'innovation et quelques fidèles du séminaire aussi du Cercle de l'innovation. Merci Catherine, je te passe la parole. Merci beaucoup Albert. Merci de m'avoir convié à présenter une partie de mes travaux que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, que tu as eu la gentillesse de bien vouloir diriger. Donc rendons à César ce qui est à César. Et merci de votre présence. Alors, je vais vous présenter une partie de mes travaux, des travaux que j'ai réalisés dans le cadre d'une thèse dont l'objet a été la formation en situation de travail, une nouvelle modalité pédagogique qui existe et qui est financée dans le cadre de la réglementation de la formation depuis 2018. Alors, en 2016, alors que j'étais directrice R&D d'un OPCA, j'ai participé avec mon équipe à l'expérimentation pilotée par le ministère du Travail et de l'Emploi et la formation professionnelle qui souhaitait expérimenter une modalité pédagogique jusqu'ici non admise par la loi, la formation en situation de travail. Nous étions alors 13 OPCO à mener cette démarche. Et au terme de cette enquête, qui a été une enquête menée à l'échelle nationale, puisque 13 OPCO, ça fait beaucoup de branches professionnelles et beaucoup d'expérimentation, l'État a créé une nouvelle loi, c'est la loi de 2018, et créé donc une nouvelle modalité de formation qui s'appelle l'AFEST, pour Action de formation en situation de travail. Vous me direz, c'est pas très nouveau, parce que la formation en situation de travail, dans un vocabulaire moins savant, on appelle ça la formation sur le tas. Et c'est un peu vrai, mais en même temps, c'est différent. C'est différent parce que dans l'action de formation en situation de travail, il y a certaines contraintes, certaines obligations qui font que ce n'est pas juste accompagner quelqu'un sur son poste de travail et vérifier qu'il fait bien son boulot. Mais cette AFEST, qui correspondait à une demande, en particulier de la part des TPME, des très petites et moyennes entreprises, finalement aujourd'hui, très rapidement, on s'est rendu compte que les entreprises ne s'appropriaient pas cette action de formation et n'utilisaient pas cette modalité et en restaient encore au bon vieux stage construit et élaboré depuis 1971. Alors j'ai eu envie de savoir pourquoi ça ne marchait pas. Pourquoi cette formation que les entreprises appelaient de leur vœu depuis fort longtemps, les entreprises ne s'en emparaient pas. Enfin, je fais une réserve, les petites entreprises, les grandes entreprises qui sont en général plus outillées pour utiliser les financements de la formation, j'en sont emparées rapidement, mais les petites entreprises, celles pour qui l'AFEST avait été créée, elles ne s'en emparaient pas. Le texte fondateur de la formation professionnelle continue, qui est, vous le savez peut-être, la loi dite Delors, et une loi de 1971, instaurait une vision clairement séparatiste de la formation. Ça veut dire que la formation, obligatoirement, pour être finançable, devait se dérouler en dehors du travail, en dehors du lieu de travail. Et je me suis demandé si, finalement, quelque chose ne s'était pas construit dans le temps qui faisait que le travail était devenu, quelque part, un tabou pour la formation et un interdit. Quand on fait de la formation, on ne travaille pas. Quand on travaille, on ne fait pas de la formation.
ce qui est quand même un peu étonnant, puisque les uns comme les autres, nous avons tous appris en travaillant. Pas seulement, mais nous avons notamment appris à travailler au travail. Je me suis demandé, mais finalement, que risque la formation à se dérouler sur le lieu de travail, ou quel danger court le travail à être mené en même temps que la formation. Et j'ai donc voulu en savoir un peu plus sur cette construction étrange et ce paradoxe étrange qui faisait que formation et travail avaient l'air de fonctionner totalement séparément. Du coup, ceci explique un peu le terme que j'ai choisi pour présenter cette session, un terme qui n'est pas neutre, parce que le mot tabou renvoie à des choses particulièrement fortes. Comme vous savez, le tabou frappe ce qui est, désigne ce qui est frappé d'interdit, avec un caractère sacré. Dans Totem et tabou, Freud estime que le tabou possède deux faces opposées. D'un côté, celle du sacré, de l'autre, celle de l'inquiétant, de l'impur, du sale. Enfin, les deux tabous communs à presque toutes les civilisations sont d'un côté le tabou alimentaire, l'interdit du cannibalisme, et de l'autre, le tabou sexuel, l'interdit de l'inceste. On est donc dans un registre particulièrement chargé. Et pour moi, il me paraît intéressant pour caractériser le lien entre travail et formation, au sens où il y a quelque chose qui relève de l'interdit, du sacré, de l'inquiétant, de l'impur dans la relation entre travail et formation. Déconstruire cette relation paradoxale entre formation et travail me semble être l'un des moyens les plus aptes à permettre à la formation en situation de travail de jouer pleinement la fonction émancipatrice que nombre de chercheurs ont constaté que la formation a sur le travail. Dernière chose pour cette introduction. J'ai choisi une image qui, pour moi, s'apparentait, pouvait rappeler le bricolage. Mon compagnon m'a dit que non, c'était un atelier menuisier bien achalandé. Mais moi, ça me faisait penser au bricolage. Alors pourquoi le bricolage ? Car si le bricolage est celui qui fait avec les moyens du bord, il est aussi celui qui tâtonne, qui apprend en faisant, qui prend le risque d'échouer et qui parfois innove grâce à ces tâtonnements. Il me semble que le bricoleur pourrait être l'image de ce travailleur qui a les mains, qui a la main sur son propre travail. Alors pour présenter cet horizon, ce paysage historique, je vais m'appuyer sur deux choses. La réglementation de la formation depuis 1791 jusqu'à 2018, d'une part, et puis les mots vedettes de la formation depuis cette date. Alors rassurez-vous, je ne vais pas passer en revue tous les textes de loi et tous les discours que j'ai pu lire depuis 1791 sur le travail et la formation. Je vais en éclairer quelques-uns pour avancer dans mon propos. Alors pourquoi 1791 ? Parce que c'est la loi Le Chapelier qui, comme vous le savez, interdit les corporations. Et de fait disparaître les usages anciens qu'on avait en matière de formation. Parce qu'on avait des pratiques d'apprentissage, vous en avez entendu parler évidemment, qui existent encore, notamment avec les Compagnons du Devoir, donc le Tour de France. On avait des pratiques anciennes en termes d'apprentissage, mais les corporations étant interdites,
tous les usages anciens disparaissent. Et enfin, deuxième chose, pourquoi un inventaire des mots? Cet inventaire, ce que j'ai essayé de chercher dans cet inventaire, c'est de trouver les nouvelles expressions que la réglementation ou les discours des uns et des autres introduisaient en matière de formation. Et ce sont ces mots que j'ai caractérisés comme étant des mots vedettes. Commençons par cette première période. On va de 1791 à 1884, parce que c'est l'abrogation de la loi Le Chapelier. L'objectif premier de l'époque, c'est l'instruction pour tous. L'apprentissage. C'est l'apprentissage des savoirs fondamentaux. L'école pour les enfants. Le travail des enfants est d'ailleurs progressivement proscrit, réduit pour être finalement proscrit en 1882, date de l'école obligatoire, et qui rend le travail interdit de fait jusqu'à 13 ans. Il n'est alors que très rarement question de travail, de lien entre l'école et l'atelier. Au contraire, quand on est à l'école, on n'est pas à l'atelier et vice-versa. Et donc, on peut dire, c'est complète entre l'école et comment le travail. Les deux mondes ne se connaissent pas, ne s'imaginent pas l'un l'autre. Deux utopies font exception à cette règle. D'abord, celle de l'instruction universelle de Condorcet en 1792. Condorcet est chargé de préparer une réforme de l'instruction. Et dans le texte qu'il présente à l'Assemblée en 1792, il défend une instruction qu'il appelle universelle et qui puisse, dit-il, assurer aux hommes dans tous les âges de la vie la facilité de conserver leurs connaissances ou d'en acquérir de nouvelles. Pour autant, Condorcet ne considère pas du tout l'éducation comme compatible ni même complémentaire avec le travail. Au contraire, constatant que l'industrialisation en cours, puisqu'on est dans l'époque de la révolution industrielle, appauvrit le travail en le divisant, il attend au contraire de la formation qu'elle répare les maux que le travail inflige, qu'elle compense. Et dit-il, il constate que le perfectionnement des arts deviendrait pour une partie de l'espèce humaine une cause de stupidité. Et pour lui, une instruction plus étendue doit offrir aux individus de classe une ressource contre l'effet infaillible de la monotonie de leurs occupations journalières. En clair, l'école est là pour compenser. Elle ne travaille pas, elle n'intervient pas du tout dans le monde du travail. Ça, c'est la première utopie de ce 19e. La deuxième, elle nous vient de Paul Robin en 1868. Paul Robin, c'est un enseignant français, un utopiste, un anticonformiste, et qui va passer sa vie à défendre et à expérimenter une vision de l'éducation qui allie le savoir et le faire. Pour lui, il parle d'éducation non pas universelle, mais intégrale. Pour lui, une éducation intégrale marie enseignement scientifique, enseignement littéraire et savoir manuel. Il dit qu'un citoyen complet doit pouvoir réunir les qualités de deux classes aujourd'hui ennemies, les goûts de l'intellectuel et de l'artisan, la culture du cerveau et celle de la main. Comme Condorcet, son projet va faire chou blanc. Et même si en 1868, le premier congrès de l'Internationale met à l'ordre du jour l'éducation intégrale,
le Congrès va se contenter de dire que finalement, l'instruction intégrale, c'est le moyen de remédier à l'insuffisance de l'instruction que les ouvriers ont eue. On est très loin de l'ambition de Paul Robin. Pendant toute cette période, on apprend à l'école et on travaille dans l'atelier. La formation n'est envisagée qu'initiale ou compensatoire par rapport à un travail que d'aucuns considèrent comme aliénant. En 1851, première loi apprentissage sort. Elle oblige, parce que ce sont les termes qu'elle emploie, elle essaye de faire cohabiter travail et formation. Le texte dit « Un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s'oblige en retour à travailler. » Dans les faits, ces obligations vont faire un flop parce que l'apprentissage ne se développe pas du tout à ce moment-là. Au point d'ailleurs qu'un fils d'artisan et un ancien imprimeur qui devient homme d'État et qui rédige en 1859 un ouvrage consacré à l'enseignement professionnel, Antime Corbon, déclare que l'entreprise, c'est le lieu où il ne faut pas aller pour apprendre. Il dit très clairement dans son texte, le problème qu'il faudrait pouvoir résoudre, c'est faire que les enfants s'habituent le plus tôt possible au travail de la main et les placer le plus tard possible dans les ateliers. C'est clair, se former, c'est surtout ne pas aller dans l'entreprise. C'est donc à l'école qu'il faut apprendre le travail et pas à l'atelier. Quels sont les mots vedettes de cette époque ? Je vous l'ai dit, la préoccupation majeure de l'époque reste l'alphabétisation de tous. Dans ce contexte, il n'est donc que rarement question de former au savoir-faire, aux gestes professionnels, etc. Donc les expressions qu'on voit, et qui sont celles qui apparaissent le plus, sont des termes liés à l'éducation. Nous en avons 3 ici. Éducation intégrale, éducation primaire du citoyen, éducation sociale du travail. Éduquer, c'est soit transmettre des connaissances, soit conformer une personne à des usages, ce qu'on appelle la bonne éducation, par exemple. Et d'ailleurs, Rousseau, dans les 1000, dit « on façonne les plantes par la culture et l'homme par l'éducation ». Donc éduquer, ça n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le travail et ça n'a rien à voir avec l'apprentissage. Quelles sont les 3 occurrences que nous avons du terme éducation ? J'ai parlé déjà de l'éducation intégrale de Paul Robin, donc je n'en parlerai pas plus. Mais éducation primaire du citoyen et éducation sociale du travail, nous devons ces expressions à un même homme qui s'appelle Vadec-Rousseau et qui, en 1884, alors ministre de l'Intérieur, au moment de l'abrogation Le Chapelier, explique l'intérêt de créer les organisations professionnelles et les syndicats pour pas faire l'éducation sociale du travail après avoir fait l'éducation primaire du citoyen. En d'autres termes, le travailleur est à l'éducation sociale ce que l'écolier est à l'éducation primaire. On est loin d'une vision mature du travail ou d'une vision qui crée l'autonomie du travailleur. À cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, les 3 principaux acteurs de la formation sont les patrons, les syndicats et l'État. Ils ont tous une vision et des intérêts différents par rapport à la formation. Pour les employeurs, la mécanisation croissante ne justifie pas de fabriquer des compétences particulières chez l'ouvrier. Il n'a qu'à faire des gestes répétitifs. C'est un manœuvre, comme on dit à l'époque. Il convient donc de privilégier pour eux uniquement
la formation des ingénieurs et des techniciens qui sont capables de fabriquer les machines et de les entretenir. Les ouvriers, les manœuvres s'adapteront. Quant aux ouvriers et aux représentants des ouvriers, ils gardent une vision nostalgique du métier de l'artisan, celui qui permettait qu'on l'exerce dans son entier, dans une activité qui était maîtrisée du début jusqu'à la fin par le même homme. Et donc, ils espèrent que la formation leur permette de retrouver quelque part cette vision obsolète du métier. Ainsi, on constate que la formation propose deux visions opposées du travail et donc a un enjeu qui dépasse bien, évidemment bien, celui qui est sa fonction première. Passons à notre deuxième période. Elle commence donc à l'abrogation de la loi Le Chapelier, comme je vous l'ai dit. Elle finit en 1939, par un décret-loi professionnel. C'est pas en effet la première fois que l'État prend la formation des la date de 1898. C'est la fondation de la Société des universités populaires. Ces universités, créées à l'initiative d'un ouvrier typographe, Georges Deherme, vont être créées par des ouvriers et des intellectuels libéraux. Ils veulent créer une organisation indépendante de l'université parce qu'ils considèrent que l'université se contente de reproduire des élites. Ils veulent donner priorité à un enseignement apte à rendre autonome la classe ouvrière. Ça veut dire quoi pour eux, rendre autonome la classe ouvrière? Pour le comprendre, je vous propose de découvrir les termes d'Albert Thierry, fils de maçon et lui-même professeur dans cette université, qui dit « Grâce au livre, l'ouvrier aimerait son travail, il en dépasserait la routine étroite, par l'histoire, par la logique critique, par la métaphysique, capable de concevoir des problèmes capitaux que le monde impose à l'homme. » On le voit, l'université populaire n'a pas du tout pour objectif de former au geste du travail. On est très loin de soi. Et l'autonomie se construit ailleurs qu'au travail. Pourtant, ce modèle va énormément avoir de succès puisque on compte 15 universités populaires en 1899 et déjà 124 en 1901. C'est donc un modèle qui va faire école et qui va largement se développer. Et donc ça prouve bien que le travail n'est pas la préoccupation majeure par rapport à la formation. On est vraiment, cette fois-ci, non plus dans l'ignorance, mais bien dans une division revendiquée. Ensuite, j'ai souligné 1911. En 1911, on crée les certificats de capacité professionnelle. Que sont-ils? Ils sont l'ancêtre du CAP. Le CAP veut dire certificat d'aptitude professionnelle. On est donc passé de capacité à aptitude. Pour moi, ce changement de syntagme n'est pas neutre. Il acte définitivement que le diplôme ne peut que certifier des dispositions, un potentiel. La formation ne peut pas transformer l'essai. Et ça permettra aussi aux employeurs, d'ailleurs aux organisations patronales, de dire que ce n'est pas parce qu'on a le CAP qu'on sait travailler. Et on sait bien qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des patrons, et ça m'y arrive aussi en tant que cadre de le dire, oui, maintenant que tu sors de l'école, tu as tout à apprendre. Donc on est bien dans un registre qu'on connaît bien.
Alors, la loi Astier, que vous connaissez sans doute, en 1919, acte définitivement l'apprentissage et introduit 150 heures de cours obligatoires gratuits. Mais ces cours, c'est un enseignement théorique et général qui se déroule en dehors de l'entreprise, évidemment. Alors, c'est effectivement le début de l'alternance, et donc on va considérer et construire que la formation, c'est finalement des périodes en entreprise, des périodes à l'école, et cette division est donc bien revendiquée. Ça se passe ensemble, mais à côté. Passons maintenant à 1935, date à laquelle Pierre Laval, à l'époque président du Conseil, signe un décret qui confie aux entreprises le droit d'assurer la reconversion de chômeurs indemnisés par l'État. La France est touchée, après les États-Unis, par la crise économique. Il y a beaucoup de chômeurs à partir de 1930 et c'est en 1935 que l'État se dit qu'il faut faire quelque chose pour assurer la reconversion de ces gens. Ce dispositif va surtout permettre aux entreprises de faire travailler des chômeurs qui sont indemnisés par l'État. Et donc va surtout être une aubaine pour les entreprises. Au point d'ailleurs que le texte, parce que théoriquement, il est prévu que les entreprises les forment, le texte dit exactement les entreprises devront indiquer au ministre du Travail la durée probable de cette formation. Donc effectivement, l'obligation est quand même assez légère et de fait, elle ne sera pas très suivie d'effet. Pour autant, nous avons l'apparition d'un nouvel objet, la reconversion professionnelle. Il indique aussi que le lien entre formation et travail gagne en visibilité, même si c'est en creux. Enfin, comme je vous l'ai dit, en 1939, l'État se charge lui-même, cette fois-ci, d'organiser la formation et la reconversion des chômeurs. Ça veut dire qu'il va financer des organismes qui sont chargés de former ces chômeurs, indemnisés par l'État également. C'est important, c'est une date importante parce que c'est à ce moment-là que l'État prend définitivement la main sur la formation professionnelle. Elle échappe aux entreprises. Elle échappe aux organisations patronales parce qu'ils vont devoir fonctionner sous la tutelle de l'État. Et donc, cette dimension, pour moi, est un point évidemment fondamental. Ce texte clôt cette deuxième période qui, à la différence de la précédente, acte formellement la séparation entre formation et travail, tout en admettant que la formation, quelque part, peut servir au travail. Il est d'ailleurs, ce texte, parfaitement clair sur cette dimension-là, puisqu'il dit que les installations, les institutions de promotion ouvrière que ce texte crée doivent être installées dans des locaux nettement séparés des ateliers de production. En cas d'impossibilité, dit le texte, l'installation réalisée doit permettre aux agents de contrôle de s'assurer que les ouvriers admis à suivre les cours ne participent pas à la production. On confirme, formation et travail, jamais ensemble. Quels sont les mots vedettes de cette époque? On le voit, le mot instruction a disparu. Celui d'éducation, presque. Il n'apparaît que sous le terme de rééducation, ce qui n'est pas la même chose. Éduquer, ce n'est pas comme rééduquer. Et puis, on voit apparaître un vocabulaire du travail, plus technique. Technique, industrie, commerce, professionnel, promotion. Donc, on est entré enfin dans le travail. Les termes rééducation, reclassement réfèrent au même registre.
celui de la réparation, de la révision, du raccommodage. Il s'agit de constater, soit il s'agit de constater que le travail abîme ou à minima transforme d'une manière qu'il convient de corriger, soit il s'agit de constater l'incapacité de l'école à préparer au travail réel. L'utilisation du qualificatif professionnel dans 4 expressions sur les 5 retenues est symptomatique d'une époque qui commence à reconnaître que l'enseignement puisse avoir quelque chose à faire pour le métier. Enfin, si on regarde la progression de ce vocabulaire, on démarre avec cours, donc une représentation relativement scolaire et magistrale. On passe par enseignement, on finit par formation professionnelle accélérée. On a donc réduit dans ce périple une matière à son objet, le professionnel, et avec pour intérêt unique celui d'aller vite, celui de transformer vite la personne formée en travailleur. Passons à la 3e période. Elle démarre au début de la guerre et s'achève en 1971, qui, vous le savez sans doute, est la date de la loi qui crée la formation professionnelle continue. D'une manière générale, les guerres sont peu propices aux évolutions substantielles. Mais par contre, avant et après, il se passe beaucoup de choses. Et pour la Seconde Guerre mondiale, en matière de formation professionnelle, nous avons en 1939 ce fameux décret-loi que l'État fait pour alimenter les industries d'armement, les industries de sidérurgie de main-d'œuvre, pour préparer aussi la formation, pour préparer la femme, parce que les hommes vont partir sous les drapeaux. Donc, il faut former les femmes pour qu'elles travaillent pendant que les hommes seront à la guerre. Et ça, c'est la première période. Et après la guerre, c'est évidemment la reconstruction et la priorité qu'a le pays de se reconstruire, d'être au niveau de la concurrence internationale. Ce qui est frappant dans cette après-guerre, c'est que cette ambition de reconstruire le pays, cette ambition de conquérir un peu la modernité, elle est partagée par les 3 acteurs de la formation. C'est le premier moment où il y a vraiment unanimité entre les employeurs, les représentants des patrons, les représentants des ouvriers et l'État. Et donc, elle va permettre un très fort dynamisme à la fois sur le plan législatif et sur le plan de la création des organismes de formation chargés de contribuer justement à l'adaptation des compétences des personnes aux besoins de l'économie et aux besoins industriels. Alors, même si elle ne parle pas du tout de formation, je vous suggère de retenir la date du 10 mai 1944, qui pour moi est une date très importante. Elle est celle de la déclaration de la Philadelphie par l'Organisation internationale du travail. Et dans son premier article, c'est comme ça qu'il commence, l'OIT dit « Le travail n'est pas une marchandise ». Pour Alain Supiot, c'est la première et la seule fois où l'on voit une disposition du droit international rompre avec la logique taylorienne et fordiste du travail, pour évoquer enfin la qualité du travail et pas seulement l'échange quantitatif de travail, du salaire contre du travail. Cet attachement nouveau à la qualité du travail est à mon sens essentiel pour comprendre l'évolution de la nature des liens qui unissent formation et travail. Comme je vous l'ai dit, l'après-guerre, c'est la reconstruction, la bataille de la production. Un consensus s'établit entre les 3 principaux acteurs et cela va durer jusqu'en 1958. Tout est mobilisé pour privilégier la formation accélérée des travailleurs. Priorité est donnée
à l'adaptation aux besoins de production et à l'adaptation au poste de travail. Pourtant, des tensions naissent autour de la question de la formation professionnelle et du travail. D'un côté, les patrons sont conscients qu'il faut une formation plus qualifiante pour leurs salariés et qui sont eux-mêmes incapables de l'organiser eux-mêmes. De l'autre, les syndicats sont opposés à un enseignement qui soit isolé de l'enseignement général parce que pour eux, il conduit à une forme de prolétarisation des métiers techniques et en même temps, ils souhaitent que l'enseignement dispensé par l'école n'éloigne pas les ouvriers des réalités de la production et d'une conscience de classe, ce qui fait dire à une dirigeante de la CGT en 1951, l'apprentissage doit garder son caractère ouvrier. Il faut se garder de transformer les centres d'apprentissage en des écoles comme les autres. Une grande partie des professeurs sont d'anciens ouvriers et ils doivent conserver cet esprit de classe. On le voit, la formation a toujours un enjeu qui la dépasse et donc qui est, en particulier, entre les patrons et les ouvriers. En quelques années, la formation devient le principal outil de la modernisation. Transmission de gestes techniques pour les uns, outil d'émancipation pour les autres. Ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'on commence à faire de la formation au développement personnel ou à la question un peu de l'individu. Et donc, pour les employeurs, elle devient aussi un moyen, quelque part, d'assurer la paix sociale. On fait de la formation pour que les gens aient une vision positive de l'entreprise. On va développer ces dimensions-là. Seule la CGT ne joint pas sa voix à cette unanimité, car elle considère que l'ouvrier est à la fois le principal acteur et la principale victime de la productivité. En 1955, Pierre Arens, membre du comité chargé par le ministre de l'Éducation nationale de rédiger un avant-projet de réforme, utilise l'expression « éducation permanente ». D'après tous les experts, c'est la première fois qu'on voit apparaître ce terme. Dans son avant-propos à sa réforme, il dit « Tous les systèmes de réforme de l'enseignement ne peuvent être efficaces s'ils ne laissent l'école ouverte à tous et à tous les âges. C'est-à-dire s'ils ne supposent et prévoient l'éducation permanente de la nation. Le temps n'est plus où l'on croyait devoir, en matière d'éducation, borner les devoirs de la nation envers les enfants afin de leur apprendre à lire, écrire et compter. On est bien dans une démarche maintenant de complémentarité. Pourtant, l'expression n'est pas retenue dans le projet. Elle va faire école parce que la Ligue de l'enseignement va devenir en 1967 la Ligue de l'enseignement permanent et de l'éducation permanente, que Bertrand Schwartz va nommer Éducation permanente, la revue qu'il crée en 1969. Et enfin, parce qu'elle est reprise dans l'intitulé de la loi du 16 juillet 1971, loi portant sur l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Nous reviendrons sur cet intitulé. Retenons enfin le texte de 68 qui décrit qu'il y a 5 types d'actions de formation, qui trouvent 5 fonctions à la formation, dont 4 qui sont liées au travail. La conversion, l'adaptation, la promotion professionnelle et la préformation. Donc, ça y est, la formation est enfin complémentaire du travail. Quels sont les mots vedettes de l'époque ? Le terme formation, ça y est,
et que nous avons vu apparaître en 1939 semble peu à peu s'imposer. Et il est largement utilisé dans cette troisième période. Les expressions dans lesquelles il est employé jusqu'en 1971 s'inscrivent dans une logique opérationnelle. On vise notamment le caractère adapté et rationnel de la formation, au point que l'AFPA, l'ancien nom de l'AFPA, c'était Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'œuvre. C'est en 1955, avec Pierre Arens, comme je vous l'ai dit, qu'apparaît la dernière occurrence du mot éducation. La page est définitivement tournée. Maintenant, former n'est pas éduquer. Le rêve d'une instruction universelle est définitivement bouclé. Cette troisième période est celle de l'adaptation des besoins de la formation aux besoins du travail. On a des mots comme perfectionnement, promotion, reconversion sont les maîtres mots. Je souligne le mot promotion, qui est présent 3 fois dans cet inventaire. Je trouve qu'il correspond plutôt bien au rêve d'ascenseur social qui était la clé de voûte des 30 Glorieuses. Enfin, la loi de 71, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a pour intitulé portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, si elle semble renouer avec l'expression l'ambition de Pierre Arens, on voit bien que dans cet intitulé, l'éducation permanente ne joue qu'un rôle de faire-valoir et n'a aucune fonction opérationnelle. Et d'ailleurs, on ne voit plus du tout réapparaître dans le texte. C'est juste un titre. Passons à la dernière période, qui est celle qui va clôturer notre exposé, qui est celle qui nous mène jusqu'en 2018, date de la création de l'action de formation en situation de travail. Pour la qualifier, j'ai choisi le terme dichotomie assumée. En effet, si la formation est désormais considérée comme capable de contribuer à la fabrication et au développement de compétences, elle n'a pour autant pas droit de citer dans le travail. J'en veux pour preuve, par exemple, 1991, le bilan de compétences. Le 31/12/1991, c'est la création du bilan de compétences. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan de compétences ? Il a pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations. Mais l'entreprise n'est pas du tout associée à cette analyse. Les compétences professionnelles, elles sont analysées par des cabinets conseils qui vont avoir un autre objet. Alors, au point d'ailleurs qu'en 2018, un décret indique clairement que les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés. Alors, on comprend bien que le salarié ne peut pas être otage de son employeur dans la définition et l'évaluation de ses compétences. Ce serait quand même un comble. On pourrait interférer, la relation qu'il a avec ses managers, par exemple, pourrait interférer avec cette évaluation. Mais quand même, ça ne rend pas très lisible le lien entre travail et formation. Et ça dit très clairement qu'il faut que ce lien soit distendu. Une autre période qui semble indiquer qu'enfin la formation, le travail va devenir est perçu comme un outil de formation, c'est 2002, avec la création de la validation des acquis de l'expérience. Enfin, on reconnaît que l'expérience peut permettre de développer des compétences qui vont être validées, qui vont même pouvoir donner lieu à l'acquisition d'une certification ou d'un diplôme. Pardon. Et dans cette loi, autre nouveauté, parce que la validation des acquis professionnels existait depuis 1971. Mais en 1971, la VAP ne s'attachait qu'aux expériences professionnelles. Tout ce qu'on faisait en dehors de son activité rémunérée
ne comptait pas. Or, avec la VAE, la validation des acquis de l'expérience, tout ce que l'on fait peut être utilisé pour valoriser les compétences acquises. Son activité syndicale, son activité bénévole, voire même son activité domestique. Et donc, à ce moment-là, on considère que le travail a une définition plus large. Et j'ai envie d'ailleurs, dans ce cadre-là, de retenir la définition de Pierre-Yves Gomaes qui dit « J'appelle travail l'activité de l'être humain qui, confronté à des contraintes, produit, selon un projet déterminé, quelque chose pouvant servir à d'autres. » Il n'est pas question là-dedans d'activité rémunérée ou pas. Enfin, la loi du 16 août 2016, dite, c'est son titre, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, introduit pour la première fois le mot travail dans un texte qui parle aussi de formation. Oui, mais le mot formation a disparu dans cet intitulé. Dans cet intitulé, le mot formation est transformé par sécurisation du parcours professionnel. C'est quand même un comble. Et donc, on est bien sur une approche où on reconnaît que quelque chose peut se passer entre le travail et la formation, mais quand même, on assume cette dichotomie. Comme si formation et travail étaient deux branches séparées d'un même arbre. Enfin, pour achever cet examen rapide des textes réglementaires, on arrive au texte de 2018 qui crée l'AFES, donc pour Action de formation en situation de travail, et qui agit comme un tsunami dans le microcosme de la formation professionnelle, parce qu'il propose une nouvelle définition de la formation, qui est devenue maintenant un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. On n'est donc plus du tout dans le contexte de l'éducation. La formation peut donc être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut aussi être réalisée en situation de travail. La messe semble dite, la formation en situation de travail est désormais reconnue. Pourtant, 6 ans plus tard, les entreprises, en particulier les TPME, ont très peu recours à cette modalité pour former leurs salariés. Quels sont les mots vedettes de cette époque ? Évidemment, le terme formation a définitivement gagné la partie, mais il est en train de disparaître. C'est quand même intéressant. D'abord érigé comme inséparable de l'existence, la formation tout au long de la vie. On pouvait penser que ça nous renvoyait à Condorcet. La formation est en train de devenir un droit individuel, 2004. Un compte personnel formation, c'est-à-dire un capital qui appartient à chacun d'entre nous et qui appartient à chacun d'entre nous de faire fructifier. Nous sommes responsables de ce capital. Et si nous ne savons pas l'utiliser, c'est tant pis pour nous. Elle est désormais une responsabilité individuelle associée à l'acteur et non plus aux acteurs collectifs du travail. Et puis le dernier né, le PIC, plan d'investissement dans les compétences. Alors là, moi, je dois reconnaître que les bras m'en tombent. Le travail, c'est où ? Où est le travail ? Alors vous me direz, les compétences, ça va avoir quelque chose, mais les compétences, c'est totalement abstrait. C'est quelque chose de complètement analytique. Dans les compétences, le travail ni la formation ne sont plus visibles. Sous prétexte de viser l'efficacité et la réponse immédiate aux besoins. Demain, j'ai besoin d'une compétence, c'est celle-ci que je veux, les autres ne m'intéressent pas. Le travail est devenu abstrait et le travailleur lui-même a disparu.
derrière des compétences qui ne lui sont plus consubstantielles. La compétence n'est désormais plus qu'une donnée recensée par les data et le travail n'y a pas gagné en visibilité, loin s'en faut. Au final, cet examen du vocabulaire, pour partiel qu'il soit, confirme que les liens entre travail et formation, d'abord inexistants, se sont un peu resserrés dans le temps. Pourtant, la formation n'interroge toujours pas le travail. Certes, elle prépare les travailleurs à l'emploi, elle donne les outils et les méthodes pour le faire, mais elle n'autorise pas le travailleur à s'emparer du travail. Or, la FEST est cet outil qui lui permettrait. En synthèse, l'examen des textes établis pendant les 250 ans qui séparent 1791 de 2018 révèle bien une dichotomie persistante entre travail et formation. Elle ne se résout pas. Elle tend à être assimilée par les trois acteurs de la formation professionnelle en France que sont les syndicats, les patrons et l'État. Mais on le voit bien, des enjeux qui n'ont rien à voir avec elle, ou peu, ont empêché en fait de faire ce lien réel entre travail et formation. Dans ce contexte, le travail est la plupart du temps invisible. Aliénation pour les uns, objet de rationalisation constante pour les autres. Il est finalement absent lorsqu'on parle de formation. Or, comme John Dewey, il me semble qu'une relation intime et nécessaire existe entre expérience et formation, entre travail et formation. La didactique professionnelle s'accorde pour considérer que le travail a une fonction à la fois productive et constructive, qu'il peut donc être à la fois objet, support et matériau de la formation. Je suggère, pour ma part, d'envisager la formation comme un moyen possible d'émanciper le travail et peut-être de lui redonner du sens. Merci de votre attention. Merci beaucoup Catherine pour cet exposé méthodique, magistral et j'espère passionnant pour tout le monde parce que 250 ans, ce n'est pas tous les jours qu'on a cette perspective-là. Et peut-être ça permet aussi à chacun, qu'on soit étudiant ou déjà dans le monde du travail, comme on dit, de se poser des questions. Au fond, moi, en tant que responsable de master, quand je t'écoute, je me dis, tiens, dans le programme qu'on a, qu'est-ce qui relèverait de ce lien finalement, hein, mais peut-être on pourra en parler, peut-être les étudiants, si on en prêtait un peu attention à tout ça, auront quelques idées. Voilà, j'ouvre le débat. Qui souhaite intervenir ? Oui. Oui, non, je veux dire, le lien entre métier et travail, donc et formation, il existe quand même. Et je vais vous citer deux exemples concrets. Dans l'automobile notamment, où j'ai beaucoup travaillé, j'ai même exercé les responsabilités. Les premiers ouvriers à la chaîne, on allait les chercher au Maghreb, c'est-à-dire au Maroc. Et les entreprises leur apprenaient à lire et à écrire le français, ne serait-ce que pour pouvoir comprendre les instructions qui étaient données pour agir. Donc, d'une certaine façon, cette éducation de base était nécessaire pour leur travail. Dans un deuxième temps, plus récemment, les métiers se sont transformés, notamment avec la création des chaînes, l'automatisation des chaînes, et le travail des ouvriers à la chaîne a changé. D'une part, parce qu'ils dirigeaient des robots, ils étaient amenés à diriger des robots plutôt qu'à faire les gestes eux-mêmes, et d'autre part, parce qu'on leur demandait également d'assurer le contrôle qualité, ce qui avant était délégué à des spécialistes. Donc, il a fallu les former à ça. Donc, et
leur fournir de nouvelles compétences, si je puis dire. Et j'ai travaillé là-dessus dans ce domaine. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Je ne dis pas que tout ce que j'ai fait était bien, mais on a quand même mis en place un certain nombre de choses, notamment la rémunération par les compétences, qui imposait, pour obtenir des compétences, la formation. Et c'était à l'entreprise, au patron, si je puis dire, de trouver la formation. Alors, ce n'est pas lui qui le faisait, mais c'était à lui de s'occuper de la formation pour savoir que si les gens n'avaient pas la formation qu'il fallait, les compétences, ils risquaient de ne pas pouvoir les acquérir. Et ensuite, le bilan de compétences, il n'était pas fait par le patron tout seul, il était fait par un ensemble de personnes et pas seulement par les cabinets extérieurs. Voilà. Donc, en fait, les liens sont beaucoup plus étroits que ce que vous avez dit, mais effectivement, vous avez pris quelque chose de général, c'est normal. Donc, j'ai trouvé votre exposé passionnant. Je voulais simplement le compléter avec quelques expériences personnelles. Peut-être on va prendre votre question dans la foulée, puisque vous êtes à côté. Oui, merci pour l'exposé. Vous m'entendez? Oui, Abel. Donc moi, Abel, je travaille, ça fait 8 ans, je suis directeur commercial dans la gestion des déchets. Ma question, elle est autour de l'entreprise. Ma question, est-ce que l'entreprise, aujourd'hui, qui a des enjeux majeurs, se déresponsabilise de la formation des salariés en ayant créé le DIF, qui est devenu le CIF, etc. Peut-être, Catherine, ce serait intéressant que tu cites un ou deux exemples de ton expérience de mise en place d'AFEST auprès des TPME pour montrer sur quelques cas, justement, cette intimité du lien que tu étudies, puisque les questions là, à la fois, évidemment, sont pertinentes et en même temps, peut-être, restent à un niveau de lien travail-formation qui est moins précis, si je peux me permettre, que ce que toi, tu as en tête, mais qu'on ne comprend pas nécessairement si on n'a pas quelques illustrations de toute la partie expérimentation que tu as pilotée. Oui, alors juste pour réagir, dans mon exposé, ce que je dis, c'est que le lien est ténu et parfois inexistant. Il y a eu des tas d'expériences de formation et bon, je pense à Godin par exemple. Je veux dire, il y a des tas d'entreprises qui sont Michelin et compagnie, de grosses entreprises qui sont mobilisées sur la formation. Mais avec toujours cet objet, cet écart entre il y a des moments où je me forme, il y a des moments où je travaille. Et je ne me forme pas sur le travail ou alors je me forme juste au poste de travail. Je n'interroge pas le travail. Quand je parle de travail, je parle du travail dans sa globalité. Quand je me forme sur le travail, notamment grâce à la FEST, moi, c'est ce que j'ai mis en place effectivement dans plusieurs entreprises qui sont des toutes petites entreprises. J'ai fait une boucherie, une boulangerie, j'ai fait une entreprise qui... moins de 10 salariés qui triaient des sardines, j'étais dans le travail. Je n'étais même pas dans le travail intellectuel. J'étais vraiment dans le geste professionnel. J'ai découvert que quand on travaillait en se formant, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que des gens qui sont considérés dans l'entreprise comme étant bons professionnels sont chargés par leur patron de former les collaborateurs qui ne sont pas aussi bons. Qu'est-ce qui se passe quand il y a cette formation en situation de travail? Forcément, l'apprenant, celui qui découvre le travail, va questionner celui qui sait. Et en le questionnant, il interroge le travail, il interroge l'organisation du travail, il interroge parfois la qualité du travail. Et moi, ma thèse a porté beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des travailleurs, qui sont des travailleurs confirmés au point d'être identifiés par leur patron comme étant ceux qui sont bons et en capacité de former les équipes? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des travailleurs lorsqu'ils sont interrogés par ceux qui ne savent pas sur leurs pratiques? Eh bien, on voit une évolution forte du travail. Une évolution forte sur le regard que ces gens-là portent sur le travail. Et ça réinterroge leur façon de travailler, à la fois l'organisation globale du travail. Moi, j'ai vu des
débutants, remettre en cause l'organisation des tâches telle qu'elle avait été définie depuis toujours, en tout cas depuis un certain temps. Et le professionnel expert se dire, mais finalement, il a raison. Il a raison. Je viens lui apprendre des choses et c'est lui qui me fait changer un peu ma vision du monde. C'est de ça dont je parle. C'est en cela que la FEST est particulièrement intéressante, parce qu'elle interroge le travail, à la fois dans son organisation, ses habitudes, ses permanences, et en même temps dans le rapport qu'on a au travail. Alors non, je ne me dis pas que les entreprises se désintéressent. Je dis que, par rapport à la formation, pour répondre à votre question, monsieur, non, je ne suis pas du tout... je ne suis pas sur ce registre-là. Je constate que d'une manière globale, la loi a déresponsabilisé, mais ça ne veut pas dire que les entreprises ne sont pas responsables. Déresponsabiliser le collectif au profit de l'individuel. Mais c'est l'esprit du temps. Hein. Je veux dire que on sait bien que l'individuel est en train de dépasser aujourd'hui le collectif. Enfin, on était beaucoup plus avant dans un esprit collectif. Je veux dire d'une réflexion collective, d'action collective qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, l'entreprise, effectivement, eh bien, elle met en place des actions de formation, certes. Quand ce sont des grandes entreprises, en plus, elles dépassent largement leurs obligations financières en matière de formation, parce qu'elles ont le moyen. Mais quand ce sont des TPE, elles n'ont pas les moyens. Dans mes petites boîtes de 3 ou 4 personnes, je veux dire que quand il y a un absent, c'est quasiment la moitié du personnel qui est absent. Et donc, dans ma boucherie, quand le commis boucher n'est pas là, le patron bosse tout seul, quoi. Et donc, en fonction de ses besoins. Donc, tout ça pose des questions. Et donc, il devrait facilement prendre la FEST comme étant un outil formidable pour développer sa formation. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas aujourd'hui. Alors, il y a des tas de raisons. Il y a notamment celle-ci que nous avons tellement ancrée dans nos habitudes que la formation, ça se passe ailleurs que dans le travail et que la formation sur le tas, c'est quelque chose, voilà. On a très longtemps dit, y compris les OPCA, les TPE ne se forment pas. Les petites boîtes ne se forment pas. On se demande pourquoi les salariés des petites boîtes savent faire leur boulot puisqu'ils ne se forment jamais. Mais ils se forment effectivement sur le tas. C'est comme ça qu'ils ont appris. Alors, parfois, c'est très lié aux exercices de l'entreprise dans laquelle ils sont. Et donc, quand ils iront dans une autre entreprise, ils peuvent être confrontés à d'autres pratiques de travail. Et c'est embêtant pour eux. Mais n'empêche qu'ils développent une expertise. Madame ? Oui, pour réagir justement sur votre dernière remarque, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de vocabulaire dans l'action de formation en situation de travail qui n'est pas de la formation mais de l'apprentissage ? Et est-ce qu'on n'aurait pas eu... parce que la formation, généralement, c'est quand même vécu, comme vous l'avez dit, comme un temps où on sort de l'entreprise. Or là, c'est vraiment d'intégrer le temps d'apprentissage dans le temps de travail. Donc, est-ce que ça n'aurait pas été peut-être, en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un sujet autour, comme vous l'avez dit, là, avec les termes vedettes, autour de quel est le bon mot à utiliser pour faire comprendre aussi dans un souci pédagogique que finalement, c'est bien de l'apprentissage en situation de travail plus que de la formation qui est vue comme un moment en dehors de l'entreprise, dans peut-être les leviers aussi d'appropriation de ce dispositif, puisque c'est surprenant de voir que les TPE se l'approprient pas alors même qu'ils le font. Puisque, vous l'avez dit, tout le monde forme ou fait apprendre ses collaborateurs sur le tas, et ça leur permettrait d'avoir un financement. Alors, vous voyez, on est tellement convaincus que formation et travail, il n'y a pas de lien, que vous me dites, vous voyez, la formation, ça se passe en dehors du travail. Oui, mais formation et apprentissage, on est dans le même, disons dans le même champ.
Oui, mais ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que j'entends bien ce que vous dites. Hein. Enfin, je crois comprendre que vous dites bon, la formation dans l'imaginaire ou collectif, la formation au sens de formation professionnelle, ça se passe en dehors de l'entreprise. L'apprentissage, l'apprenti, il est dans l'entreprise, mais l'apprenti, il passe beaucoup de temps aussi à l'école, hein, en dehors de l'entreprise. Hein. Il ne fait pas que cela. Et c'est la loi qui a défini que la formation se déroulait en dehors du temps de travail. C'est la loi de 71 qui l'a dit. Avant, ce n'était pas le cas. Et donc, alors peut-être qu'effectivement, à force d'avoir dit aux entreprises ça se passe en dehors du temps de travail, pourquoi d'ailleurs cette loi fait ça ? Parce que quelque part, puisque comme je vous l'ai dit, les 3 acteurs de la formation, c'est l'État, les employeurs et les syndicats de salariés. Les syndicats de salariés pensaient que l'entreprise pouvait être un lieu d'aliénation. Et donc, pour se former, il fallait être en dehors de l'entreprise, libéré des contraintes, parce que sinon, on n'était pas en capacité peut-être d'interroger ou de mettre en question ce que disait le patron. C'était, moi, j'évoque ce que j'ai pu entendre, et ce qui est d'ailleurs écrit un nombre de fois. Alors, dans le vocabulaire, effectivement, de la FEST, il y a des mots qui font peur au niveau de la loi. Il y a un terme qui fait très peur, c'est réflexivité. Parce qu'il y a un décret sur la FEST qui dit précisément comment il faut faire. Et dans ce décret, il dit qu'il faut prévoir, c'est ça la différence avec la formation sur le tas, selon le texte, prévoir des périodes de réflexivité pendant lesquelles l'apprenant et son formateur vont interroger un peu ce qui s'est passé. Et on va essayer de comprendre et de déduire ou d'induire un certain nombre de savoir-faire acquis grâce à l'événement. Alors, donc, il y a quelque chose de vocabulaire. C'est vrai que quand vous arrivez dans une TPE et qu'on lui dit on va faire des AFEST, il dit ah oui, je vais faire de la formation sur le tas, et qu'on lui répond ah ben non, ça c'est pas bon du tout, c'est pas de la formation sur le tas, c'est beaucoup plus compliqué. La FEST, évidemment, ça facilite pas. C'est très clair que les TPE ont très peur de ce vocabulaire et elles ont très peur, elles ne peuvent pas le mettre en œuvre seules puisqu'elles n'ont pas les compétences. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question, mais mais en tout cas, oui, il y a une question de vocabulaire qui est de mon point de vue un loupé au niveau de la loi qui a créé une inquiétude forte de la part des entreprises. Et moi, pour monter ces expérimentations dans ces TPE, hein, dans le cadre de ce travail de thèse, j'ai galéré pour convaincre les entreprises d'y aller. Hein. Ça, c'était loin d'être simple. Et elles avaient très peur. Par contre, je sais de sources sûres que les grosses entreprises se sont emparées de la FEST et ils le mettent en place. Parce que dedans, elles ont des acteurs de la formation, elles ont des gens qui sont spécialisés dans le domaine et qui vont pouvoir accompagner cette démarche-là. Tandis que les TPE, il faudrait qu'elles fassent appel peut-être à des experts externes et elles n'ont pas les moyens de le faire. Peut-être juste avant de passer la parole à Daniel, une remarque pour continuer un petit peu sur la question d'Émilie. Peut-être que ce que tu as décrit rapidement comme des expériences d'AFEST réussies au sens où tout le monde apprend, y compris les experts de la part de ceux qui ne sont pas ou moins, c'est presque un idéal d'organisation ou d'entreprise apprenante. Il y a tout un courant là-dessus. Et donc, évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Dans les cas que tu as étudiés, il y a aussi des cas où le patron, au moins au début, il a eu du mal à admettre qu'il pouvait se tromper. Hein, article 1, le chef a toujours raison. Article 2, quand le chef a tort, se reporter à l'article 1. Donc, il y a quand même pas mal de ça. Donc voilà, c'était juste pour faire le lien, un petit lien additionnel entre ta réponse et puis la question initiale. Daniel. Oui, merci Catherine pour cet exposé passionnant, comme d'habitude. Donc, Daniel Darbouret, donc je suis directeur scientifique chez Millipore, groupe Merck, et membre du CERF d'innovation. D'ailleurs, cette présentation, je pense qu'elle pourrait faire un petit chapitre d'une exposition temporaire au niveau du musée du management. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup
d'idée management derrière. Et pour rebondir là, sur ce qu'on a discuté par rapport à cette formation en état de travail, enfin non, situation de travail, alors c'est vrai que dans les grandes sociétés, le plan de développement, le plan de formation des personnes, on dit 70-20-10. Donc 10% par des formations extérieures en grand comité, 20% pour des livres, l'éducation en e-learning et 70% en état de job, de position de travail. En revanche, le gros intérêt que je vois derrière tout ce travail que tu as fait, c'est qu'on donne un petit peu un cadre sur cette formation pour le tas. Parce que finalement, il n'y a aucun contrôle de la qualité de la formation lorsque l'on fait son travail. Et surtout, tout l'exposé a beaucoup parlé des gens qui sont formés, de la formation. Et tu n'as pas trop abordé l'aspect des formateurs. C'est-à-dire que l'éducation nationale, on a des professeurs, de très bons professeurs. Vous avez de très bons professeurs ici à Dauphine. Hein. Albert en est un témoignage vivant. Mais également, et donc les formateurs, c'est aussi la possibilité aux entreprises de faire une transmission, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure. C'est-à-dire la transmission du métier, tout en étant ouvert à l'innovation sur le management, mais de transmettre les piliers de ce qui a fait le succès d'une société ou les éléments qui sont absolument incontournables et que l'on doit absolument apprendre et ensuite transformer, je dirais, par la suite, lors de l'évolution de la société. Donc comment est-ce qu'il n'y a pas derrière la possibilité de se dire, ben, finalement, le rôle de formateur est un rôle important dans les sociétés et d'identifier des personnes, de développer des personnes, généralement dans la seconde partie de leur carrière, à avoir ce rôle de formateur, mais un rôle formalisé, vraiment mis en place, de façon à ce qu'il y ait une reconnaissance et que les personnes formées, de la même façon qu'ils ont des professeurs qui ont un peu un rôle modèle, on a eu des professeurs des écoles dont on se rappelle tout au long de notre carrière, on a des professeurs d'université qui nous ont marqués également. Les personnes qui sont nouvellement rentrées, qui sont les techniciens ou même des agents de maîtrise, pourraient faire référence à des formateurs qui justement les ont accompagnés pendant ces temps de formation. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais répondre tout à fait à ta question. Je voudrais juste avant rebondir sur ce que disait Albert à propos de l'article 1, le chef a toujours raison, article 2, etc. Dans le cadre de cette formation, enfin de cette recherche que j'ai faite, je travaillais dans une boucherie avec un boucher, meilleur ouvrier de France, champion d'Europe pour la boucherie, donc un bonhomme. Un bonhomme, 1,90 m de haut, les kilos qui vont avec, et bon, monsieur. Et donc, en plus, un type avec énormément de charisme, qui est d'ailleurs très, je ne le citerai pas, mais il est vu largement dans les médias, etc. C'est notamment lui qui dit « Moi, mes copains sont les véganes ». Parce que je suis pour une viande qui soit une bonne viande, locale, etc. Donc, donc il a un discours très particulier. Et quand je l'ai vu là avant, parce que ma recherche, j'ai fait des interviews avant la formation en situation de travail et après. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est le formateur, justement. Et donc là, dans son entreprise, il avait 3 salariés. Le formateur, c'était lui. Et donc... il a commencé dans le premier entretien, il m'a dit, je me souviens de l'expression, ils ne vont pas quitter mon bio pour aller cueillir des pâquerettes. Cueillir des pâquerettes, c'était aller se former. Donc voilà, le truc est posé. De toute façon, tous les mecs, quand ils viennent chez moi, ils savent qu'ils vont en chier. On était sur ce discours-là. Mais en même temps, un type... on a envie quelque part un peu d'en chier avec lui, quoi. C'est quelqu'un qui manifestement, à tel point d'ailleurs que la personne qu'il formait, c'était une Italienne, une femme, assez exceptionnelle dans la boucherie, et une femme qui était venue d'Italie pour apprendre la boucherie en France et qui, parce qu'avant elle travaillait au bon marché et trouvait que ses formateurs n'étaient pas bons, avait cherché, sillonné Paris pour savoir s'il y en avait bien qui voulaient bien qu'elle bosse gratos pour eux pour pouvoir être formée en même temps.
Donc c'était quand même un personnage un peu, elle aussi, et d'ailleurs elle commençait à faire des concours. Elle venait juste de gagner son premier concours. Et donc on était sur un discours qui était complètement convaincu. Et puis à la fin de la formation, il m'a appelé dès le lendemain matin, l'heure du boucher, c'est-à-dire à 7 heures, et au saut du lit ou presque, je suis à vous, je vous écoute tout de suite. Il a fallu que j'appuie vite fait sur mon truc pour enregistrer ses premières réactions. Et donc il m'a dit, ça a tout changé. Je me suis aperçue, parce qu'il était là pour former à l'hygiène et à la sécurité alimentaire, je me suis aperçue qu'on faisait des erreurs. Je me suis aperçue que finalement, le circuit qu'on avait mis en place pour aller du propre au sale, etc., dans le laboratoire, n'était pas le bon. Et donc, lui qui savait, qui était le meilleur, qui était le champion, pas du monde, mais d'Europe, et qui était le meilleur ouvrier de France, et qui avait commencé en me disant « c'est chez moi qu'on apprend les choses, à l'école on n'apprend rien », il a commencé par me dire ça, tout de suite. Et donc la formation, non seulement elle a modifié sa vision du travail, mais elle a modifié sa façon de manager. Elle a modifié son regard sur lui-même et son regard sur sa relation avec les autres. Alors, j'ai envie de dire, pour répondre à ta question, que je ne suis pas sûre que c'est en personnalisant trop le formateur, mais c'est en mettant le travail. Moi, je suis convaincue que c'est le travail qui va créer cette émulation. Je suis convaincue qu'effectivement, si on se forme sur le travail, l'expert, celui qui est chargé de former, puisque même dans le processus de la FEST, il faut interroger le travail, se dire pourquoi il était bien, pourquoi il n'était pas bien, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire. Forcément, du coup, ça interroge aussi la façon de faire de l'expert. Et ça interroge d'une manière générale le travail. Et ça permet à la fois à l'apprenant et à l'expert de prendre la main sur le travail. Le travail n'est pas quelque chose d'externe dont on applique les règles. On se les approprie, on les transforme, on les maîtrise. Pour moi, c'est ça la grande plus-value d'une formation en situation de travail. Si je peux me permettre, c'est propre à tout système de formation, pas forcément uniquement dans le travail. C'est-à-dire que la formation, pour être crédible, il faut que ce soit basé sur une certaine expérience professionnelle. À l'université, quand vous avez un professeur qui vous raconte des théories, oui, d'accord, c'est intéressant. En revanche, s'il peut faire référence à ce qu'il a fait, à ce qu'il a vu, son expérience, je vous parle en connaissance de cause, dans une expérience professionnelle, là, les étudiants sont beaucoup plus intéressés. Et si vous vous basez sur votre expérience pour former d'autres personnes, vous enrichissez votre expérience, je dirais, des réactions des gens qui sont... L'expérience professionnelle, c'est quelque chose de vivant, qu'on transmet et qu'on fait évoluer. Donc ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que le formateur, simplement pour former, il faut avoir de l'expérience. Ce n'est pas de la théorie. Donc le formateur, effectivement, il s'enrichit des réactions des gens qui le forment. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait aussi partie de mon expérience personnelle. Je me demandais du coup si les étudiants qui sont avec nous, comment vous prenez ça par rapport à certains cours ou moments de vos formations, juste pour expliquer ce que j'ai en tête. Ce qu'a dit Catherine et les exemples qu'elle a donnés un peu brièvement, parce que ce n'était pas le cœur du propos aujourd'hui sur la FEST, ça donne l'idée qu'on pourrait comparer à d'autres dispositifs qui seraient sophistiqués de cette façon dans leur intention de réinterroger le travail. Et peut-être, c'est une hypothèse, mais le genre de choses qu'on fait ensemble en mission d'innovation avec la CNP, partenaire du cercle, pour ne pas les nommer, de certaine façon, quand on est en atelier de conception innovante dans leurs locaux, au lieu d'être dans une salle à l'université, ça on pourrait dire que ça ne change pas grand-chose, sauf qu'ils peuvent passer voir ce qui se passe et participer de cette façon. Donc ce n'est pas juste on confie une mission, il y a une task force de 23 étudiants qui bossent et puis on vient faire la restitution. On est avec eux, ils suivent. Moi j'ai une expérience assez importante de ces ateliers-là. Je transmets, mais en même temps, à chaque fois, même après X années, j'apprends toujours des trucs. Et les questions qu'ils me posent ou les problèmes qu'on résout ensemble,
me font réfléchir et me dire ah tiens, je devrais peut-être pas faire comme ça. Donc on avance. Donc là encore, pour moi, c'est rejoint ce que vous dites, c'est une vision qui devrait être normale de la formation où tout le monde apprend en réalité. On peut aller chercher Rancière aussi bien que sur le maître ignorant que les transmissions d'expertise, on va dire. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'on fait ensemble relève aussi d'une forme de compagnonnage. Il y a un côté maître ouvrier apprenti dans l'affaire. Voilà, je ne vais pas illustrer plus, mais voilà, si ce que j'ai dit là, ou plus globalement, ce que vous avez entendu vous fait réfléchir aux situations de formation, peut-être un peu en situation de travail, du coup, où vous êtes vous, bien que le master ne soit pas en apprentissage, n'hésitez pas à faire un commentaire ou intervenir, ou poser une question. Oui. J'ai une question à poser, pas à proprement dit sur ce que vous avez dit, néanmoins sur le rôle ou l'impact plutôt de la privatisation des offres de formation. Dans votre description chronologique, on constate peut-être une présence un peu moins forte de l'État dans la formation directe d'ouvriers, de cadres. Et cette privatisation de l'offre de formation avec une apparition d'experts, de formateurs spécialisés dans cet accompagnement-là, quel a été son impact concret sur des petites et moyennes entreprises ? S'il y a d'autres questions dans la foulée, on peut prendre. Non ? Catherine ? En fait, dans les petites entreprises, quasi nul. Je veux dire que les petites entreprises ont du mal, ne financent peu la formation professionnelle. Et puis, quelque part, j'ai envie de dire, j'en ai beaucoup parlé, c'est pour ça que lorsque j'étais directrice R&D de l'OPCO, qui a pour objet de financer l'action, de développer la formation et de financer la formation, je constatais que les cabinets conseils ne prospectent pas les TPE parce que ça leur coûterait une fortune, parce que quand on a comme client EDF ou Renault, on a un retour sur investissement qui est autrement que lorsqu'on a comme client 300 bouchers, pour 300 entreprises de bouchers pour avoir 300 stagiaires ou bénéficiaires de formation. Donc ces entreprises sont très rarement prospectées et donc si elles vont à la formation ne va pas à eux. Alors, c'est pour ça que la FEST, pour moi, l'action de formation en situation de travail, est un marché énorme pour les cabinets conseils, à condition qu'ils s'organisent pour effectivement accompagner ces entreprises-là. Moi, j'avais des hypothèses et ça a d'ailleurs plutôt bien marché. On pourrait créer des standards. C'est ce que j'avais fait pour j'ai travaillé, j'ai fait 2 types d'expériences. J'ai fait des expériences d'AFEST où c'est l'entreprise qui dit « moi, je veux former à telle chose mes collaborateurs et je vais construire ma formation ». Et j'ai fait une autre série d'expériences où là, c'était un organisme, en l'occurrence l'OPCA, qui disait, avec les branches professionnelles, qui disait « on va former tel secteur à telle chose ». Et on avait choisi, par exemple, de former les cabinets dentaires à l'assistance, ce qu'on appelle le travail à 4 mains. Ça veut dire l'assistance opérationnelle, comment on appelle ça ? Chirurgicale. L'assistance chirurgicale que font les assistants dentaires. Et puis une autre action qui était l'hygiène et la sécurité alimentaire pour toutes les professions de bouche. Et donc nous avions construit une sorte de standard. Et ce standard, ensuite, on le mettait dans les mains du formateur interne. On formait, on utilisait, on essayait on formait ce formateur pour qu'il puisse ensuite dispenser ce standard. Alors, des petits organismes pourraient très bien faire ça sur telle ou telle action, en travaillant évidemment avec des experts qui les aideraient à identifier les besoins de ces TPE. Mais si on n'arrive pas à faire ça, on continuera de la même manière. C'est-à-dire que les TPE ne font pas appel à des organismes. Alors, que l'offre soit privée ou publique, elle impacte, j'ai envie de dire, assez peu les TPE. Par ailleurs,
par ailleurs, d'une manière globale, ce sont les cabinets conseils ou les organismes de formation qui sont peu présents auprès des TPE. Il faut bien le constater. Juste en complément, est-ce qu'on pourrait se demander de façon symétrique, est-ce que les grandes entreprises qui utilisent la FES, d'après ce que tu dis, est-ce qu'elles le font quand même un peu dans l'esprit que tu promeus de réinterroger le travail, etc. Parce qu'on pourrait aussi considérer qu'elles ont vu une manne de subventionnement intéressant, et puis que, voilà, comment on fait pour vérifier ça. Alors évidemment, l'OPCO EP, c'est l'OPCO EP, c'est pas l'OPCO grandes entreprises, mais peut-être tu as une idée là-dessus. J'ai presque envie de dire joker, parce que, bon, j'ai envie de dire, je suis pas sûre que le travail soit interrogé. Enfin, aujourd'hui, pour moi, ce que je constate, juste après le Covid, on a tous parlé de la crise par rapport au travail. Le travail perdait son sens, que les gens, que les gens se morfondent au boulot et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est que la journée soit finie ou d'être à la retraite. Moi, je trouve que la FEST interroge vraiment le travail et permet de lui donner du sens. Évidemment, les grandes entreprises, si elles identifient ça, il faudra que je les invite à lire ma thèse, si elles identifient ça, elles ont tout intérêt. Parce que c'est pas formidable d'avoir des collaborateurs qui se morfondent au boulot. Et donc, c'est formidable d'avoir des collaborateurs pour qui travailler a du sens. Et donc, c'est cette question-là que la formation en situation de travail permet d'aborder. C'est-à-dire quel sens je donne à mon travail. Et alors évidemment, c'est pas tous les jours formidable, c'est évidemment parfois on est fatigué, parfois le manager est ronchon ou le collègue désagréable. Tout ça, on connaît, c'est pas là la question, mais se dire, voilà, je fais quelque chose qui pour moi a du sens, me permet de me retrouver, me donne du plaisir, de la joie ou de l'enthousiasme, de l'implication. Tout ça, c'est, à mon sens, l'une des fonctions incroyables de la formation en situation de travail. Et ça, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Et donc, effectivement, en organisme externe, on peut aller en formation à l'externe et puis rencontrer des gens super, des formateurs qui nous enthousiasment. Et puis après, on revient au boulot et parfois on se dit, tiens, il y a quand même un écart entre ce que j'ai appris, ce que je fais et ce que je vis. Ce qui est intéressant dans la formation au travail, c'est qu'en fait, cet enthousiasme, il est consubstantiel au travail. C'est très court. Et en fait, le vocabulaire, c'est là où le vocabulaire a du sens. En fait, le fait de dire formation en situation de travail, c'est bénéfique à la fois pour la personne qui est justement formée en situation de travail, mais ça a un impact encore plus grand, je dirais, pour le formateur, la personne qui se sent en situation de formation, puisqu'il remet son travail, je dirais, au meilleur niveau, au niveau de la présentation au formé. Donc, c'est une double formation, à la fois du formateur et également de la personne formée. Alors, tout d'abord, merci à vous pour cet exposé très, très intéressant et très, très structuré. Moi, je suis Cécile Robert et je suis consultante auprès de directions de ressources humaines et beaucoup directions formation. Et j'ai pas mal réfléchi et accompagné des entreprises justement dans de tentatives, je vais dire, de mise en place de la FEST. Et moi, je trouve que même les grandes entreprises s'emparent très, très peu du dispositif AFEST. Effectivement, pas du tout dans les petites entreprises, mais même dans les grandes, c'est quand même très, très peu utilisé. Et j'ai une hypothèse personnelle que je vous soumets pour l'expliquer. Alors évidemment, c'est multicritère. Mais ceci dit, le problème, je me demande si ça n'est pas dû aussi à la professionnalisation de la formation professionnelle, avec la création de ce corps intermédiaire que sont les ressources humaines et les directions formation, qui évidemment ont tout
apporte tout un bénéfice, un avantage, un cadrage de cette formation en entreprise. Mais néanmoins, la FEST, c'est quelque chose pour ces professionnels-là qui est extrêmement disruptif, en fait. C'est disruptif parce que par rapport à il y a quelques années, la vague de la mise en place du e-learning, de la digitalisation de la formation, c'était déjà disruptif, mais finalement, on change de modalité, mais on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on dédie un temps séparé à la formation, aux collaborateurs finalement. Et c'est toujours les ressources humaines, les directions formation qui vont choisir des prestataires externes et qui vont contribuer à la conception pédagogique, l'ingénierie pédagogique et affecter à tel et tel collaborateur tel et tel programme. Donc ça reste maîtrisé par les directions formation. La FEST, là, les maîtres d'œuvre, mais c'est ceux qui connaissent justement le travail. Donc, la FEST, ceux qui devraient s'en emparer, en fait, et ça ne fonctionne pas s'ils ne s'en emparent pas, ça va être la direction et les managers. Or, je pense que les managers, ça ne fait pas rêver se dire je vais être formateur, parce que ça revient finalement à ça, à reconnaître que dans le rôle de manager, il y a un rôle de formateur, ce qui est évident, ce qui est non dit, mais ce qui n'est pas conscientisé finalement. Et je pense que ça ne fait pas rêver. Comme statut, de se dire que tu vas aussi t'occuper de la formation en tant que manager. Donc ça, c'est pas simple. Et puis, côté RH, c'est accepter de laisser la formation à un autre corps professionnel que finalement. Et de ne pas le maîtriser. Et on voit en entreprise des référentiels de compétences qui sont gérés par les RH qui ne sont pas du tout alignés avec les souhaits de référentiels métiers des professionnels ou des modes opératoires industriels, en fait. Et ça, on voit les professionnels, les managers vraiment critiquer les référentiels de compétences des RH. Donc, voilà, pour moi, c'est une des hypothèses qui explique ce manque de passage à l'acte, parce que je trouve que ça fait peur et que c'est vraiment disruptif par rapport à de la formation qui est un temps séparé et géré par les RH. Voilà. Bon, ceci dit, les RH sont nécessaires et font plein de choses pour la formation et c'est très bien, mais voilà. Donc ça, c'est une hypothèse personnelle que je vous soumets. Et autre chose, c'est que, et c'est intéressant votre question sur aussi la professionnalisation et l'externalisation donc aux organismes de formation et aux formateurs externes, qui est évidemment très importante, mais qui est particulière parce qu'en France, elle est subventionnée, en fait. Elle est subventionnée. Et ce sont des budgets très importants. Et pour autant, il n'y a qu'une obligation de moyens, il n'y a pas d'obligation de résultat, et l'impact n'est pas évalué. Donc, ce qui se passe, c'est que on ne sait pas et on ne demande pas à la formation d'être appliquée en situation de travail, en fait. Et c'est là qu'il est le hiatus, c'est que on admet, finalement, puisqu'on n'exige pas de la formation qu'elle soit appliquée, puisqu'on ne mesure pas la mise en application, la mise en pratique de la formation, on admet qu'il y a une dichotomie finalement entre ce qui se passe en formation et ce qui se passe au travail, et qu'effectivement, le travail, ce n'est pas de la formation. Donc moi, manager, je n'ai pas envie de laisser mon collaborateur perdre du temps en formation. Je caricature volontairement, mais à mon avis, il y a ces éléments-là aussi à prendre en place sur le manque de valorisation de ces actions qui sont fantastiques, que sont la formation en situation de travail, qu'on appelle la FEST, apprentissage. Voilà. Merci beaucoup. Ça voudrait dire qu'il faut revenir aux fondamentaux oubliés du management, comme on dit souvent, parce que le manager qui dit que ce n'est pas son boulot de former, il faut qu'il revienne en cours quand même. Alors, je partage tout à fait votre analyse. Je dirais même que ce que vous dites sur les RH, je le dis aussi sur les organismes de formation externe. C'est disrupteur la FEST parce que c'est plus eux qui ont le pouvoir. Donc, forcément, on est en train de déplacer le curseur de place. Et donc, c'est celui qui travaille qui sait. Et jusqu'ici, depuis un sacré bout de nombre d'années, on a toujours dit que le sachant, c'était quelqu'un d'extérieur. Enfin, et on a même dit qu'il faut surtout que ça se passe ailleurs qu'à l'entreprise formée. Alors, c'est évident que il faut ramer pour aller dans l'autre sens.
Alors, je ne veux pas faire un procès, hein, ni au RH, ni aux formateurs. D'abord parce que tous ces gens-là m'ont nourri pendant longtemps. Maintenant, je suis retraitée depuis 6 mois. Donc, je pense il y a un travail pour eux, j'ai envie de dire d'abord de déconstruction complètement de leur référentiel à eux et de réflexion sur comment je fais, comment je peux être comment en situation de travail, le processus de transmission est efficace, s'organise. Et donc, en fait, ce qu'il y a alors moi, je ne sais pas, je ne le situe pas qu'au niveau du manager, parce que pour moi, le formateur de la FES, ce n'est pas le manager, c'est celui qui sait, c'est l'expert. Si c'est un manager, c'est très bien. Si c'est un boucher qui sait bien faire les rôtis et qu'on veut apprendre à faire un rôti, c'est le boucher qui sait faire les rôtis, quoi. Et si c'est le type qui trie les sardines, eh bien, c'est pas forcément un manager et c'est celui-là qui sait faire. Donc, la question, elle est là d'abord. C'est que peut-être, et c'est peut-être vrai pour ça que et alors, bon, ce serait un petit peu en opposition avec, ou alors à côté de ce que vous dites, peut-être que aussi, on s'aperçoit dans les grosses entreprises que celui qui sait, c'est pas forcément le manager. C'est pas tout le temps le manager. Et donc, pour moi, et d'ailleurs, peut-être que ça me permettra de mieux répondre à la question de Daniel, en fait, dans la FEST, on ne peut pas être un professionnel de la formation. On est un professionnel du travail. Et donc, si je suis super bonne pour faire les rôtis, je vais être formatrice pour le rôti. Mais si je ne sais pas faire, je ne sais pas quoi, la saucisse, ce n'est pas moi qui vais former sur ce domaine-là. Et donc, je ne professionnalise pas. Et je pense que l'une des choses qui est peut-être, et qui répond peut-être aussi un petit peu à votre question, c'est que la dimension de professionnalisation de la formation professionnelle, donc on a fait des experts de la formation, mais pas du tout du travail. Et donc, c'est à l'autre bout du prisme attendu par rapport à la FEST. Et donc, oui, ça fait bouger beaucoup de lignes, à la fois dans les RH, dans les équipes et chez les formateurs. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Catherine. Bravo. Il y aura un compte-rendu. L'enregistrement audio sera sur le site du Cercle d'Innovation. Merci de votre présence. Prochaine séance le 22 janvier. On accueillera Simon Porcher, un collègue de Paris 1, mais qui vient d'arriver à Dauphine, en fait, et qui a écrit un livre sur la fin de l'eau. Et donc, on va parler gestion de l'eau et modèle économique et innovation autour des pénuries d'eau. Donc, sujet très différent, mais néanmoins passionnant. Merci, bonne fin de journée.